Bonsoir. En décembre 2004, les 25 débutent des négociations pour savoir si la Turquie peut être ou non candidate au sein de l'Union européenne. Alors officiellement, la décision devrait dépendre de l'attitude de la Turquie dans les domaines des droits de l'homme, des minorités, de la pratique démocratique, mais en réalité, le débat est beaucoup plus large. Si sa candidature était retenue, la Turquie deviendrait le premier État musulman d'une union qui est laïque, mais dont tous les membres sont des pays chrétiens. Et puis, la Turquie est-elle ou non européenne? La question se pose par la géographie, par la culture, et surtout par l'histoire. Donc voyons en quelques cartes la place de la Turquie dans l'histoire de l'Europe. Voyons comment se fabrique un empire. L'histoire des Ottomans commence au début du XIIIe siècle. En face de Byzance, dominant le monde musulman depuis le Xe siècle, le sultanat des Seljoukides se trouve fragilisé par les invasions mongoles et par des querelles de succession. Les petits émirats d'Asie mineure peuvent ainsi acquérir leur autonomie, et parmi ceux-ci, il y a une petite tribu turcomane, chassée d'Asie centrale par l'avancée des Mongols, qui s'installe au nord de l'Anatolie. C'est la tribu des Osmanlis, du nom de leur chef Osman, qui donnera son nom à la dynastie naissante des Ottomans. Et comme les autres émirats, elle s'engage dans la lutte contre l'empire chrétien des Byzantins. À la mort d'Osman, son fils, Okran, reprend l'offensive contre les Byzantins. En 1326, il enlève Brousse, qui va être la première capitale de l'État, puis il enlève le littoral le long de la mer de Marmara, si bien qu'il dispose, on le voit sur la carte, d'une position stratégique face aux Byzantins de Thrace et face à l'Europe. Alors ce qui est amusant, c'est que les Ottomans prennent pied en Europe grâce aux Byzantins eux-mêmes. Car ceux-ci sont menacés à l'ouest par la Serbie de Dušan, qui étend son territoire dans les Balkans. Donc les Byzantins appellent à l'aide les Ottomans en 1344 pour les aider contre les Serbes. Les Ottomans s'établissent ainsi à Gallipoli avant de se lancer à la conquête des Balkans. Il faut suivre la progression, elle est impressionnante. Orkhan lance des réformes qui servent de base au futur empire. Il crée une administration centralisée, le Diwan, placé sous l'autorité d'un grand vizir, et un corps d'élite pour son armée. De jeunes garçons chrétiens sont enlevés, envoyés dans les familles en Anatolie où ils sont islamisés, turquisés et instruits au métier des armes. Ce sera le corps des janissaires. Le successeur de Orkhan est Murad Ier. Il va élargir l'empire vers l'est, en Anatolie. En Europe, il conquiert Andrinople en 1363, la Thrace orientale, la Macédoine, la Bulgarie, avant de vaincre les Serbes à la bataille de Kosovo-Polier en 1389. Cette bataille, dite du Champ des Merles, est importante, je vous en ai parlé plusieurs fois. Elle est fondatrice de l'identité nationale serbe, et ce, encore aujourd'hui. Nous voici maintenant à la fin du XIVe siècle. En 1393, Bayezid Ier cherche à vaincre les troupes hongroises. Mais le roi Jean Sigismond de Hongrie lève la plus grande armée chrétienne jamais réunie pour repousser les musulmans hors d'Europe. Français, Anglais, Allemands, Italiens se joignent aux armées hongroises, et pourtant la bataille de Nicopolis en 1396 se solde par l'écrasement des croisés par les Turcs. Alors en fait, la supériorité ottomane s'explique par la combinaison de plusieurs facteurs. L'artillerie, les chevaux, la discipline, l'encadrement, le sens du plan de bataille, la démographie. Alors si les Ottomans dominent l'Empire byzantin, leur seule menace, ce sont en fait les Mongols sur leur flanc oriental. Le 20 juillet 1402, les troupes ottomanes sont vaincues par Tamerlan, le chef mongol, tandis que leur roi, Bayezid, est fait prisonnier. En fait, même s'ils sont affaiblis par cette défaite et par des guerres de succession au sommet de l'État, les Ottomans relancent leurs expéditions dès 1412. Le sultan Mehmed Ier reprend l'Anatolie aux Karamanides, puis en 1421, Mourad II repart à la conquête de l'Europe par les Balkans. Comment les Ottomans contrôlent-ils les régions conquises? Eh bien, en échange des soldats et des impôts qu'ils prélèvent,
ils maintiennent la religion, les langues, les traditions locales, le rang social des anciens seigneurs, ce qui contribue à la stabilité intérieure des territoires conquis. Alors la prise de Constantinople par les Turcs, le 29 mai 1453, est un triple symbole. D'abord, c'est la fin de l'empire des Byzantins. Ensuite, Asie et Europe se rapprochent politiquement. Et puis, c'est la victoire de l'islam sur la chrétienté d'Orient. En tout cas, c'est la consécration d'un empire ottoman dont la plupart des dynasties européennes deviennent soit vassales, soit partenaires commerciaux tributaires. Constantinople devient la capitale de l'empire ottoman, que les Turcs nomment Istanbul, et de là, les Ottomans élargissent leur empire. En achevant au XVe siècle la conquête des Balkans, de l'Anatolie, en prenant pied au nord de la mer Noire, sur le Khanat de Crimée, ils conquièrent en 1516 la Syrie et la Palestine, et en 1517 l'Égypte qu'ils enlèvent aux Mamelouks installés au Caire. Et puis enfin, la conquête du Hedjaz et des villes saintes de la Mecque et de Médine vont faire du sultan ottoman le commandeur des croyants. C'est Soliman Ier qui conduit l'Empire ottoman à son apogée. Alors, arrêtons-nous plus longuement sur cette période. Ce souverain ottoman est plus connu. C'est celui que les Européens ont appelé Soliman le Magnifique et que les Turcs appelaient Soliman al-Kanuni, c'est-à-dire l'homme du droit. Aux chrétiens, il prend Rhodes, puis Belgrade en 1521, puis une large part de la Hongrie en 1526 et de la Transylvanie. La flotte ottomane, avec l'aide de corsaires, impose la loi turque en Méditerranée orientale et en mer Noire. Elle parvient non seulement à tenir l'armada espagnole éloignée des territoires ottomans, mais aussi à s'emparer des pays barbaresques, c'est-à-dire l'Algérie, la Tunisie et la Tripolitaine. C'est l'époque où Charles Quint est empereur des deux mondes, et Soliman le Magnifique lui dispute la suprématie en Europe, jusqu'à conduire ses troupes aux portes de Vienne, qu'il assiège en 1529. Soliman II est un stratège. Rappelons qu'il cherche et trouve une alliance avec François Ier. Il est aussi un homme d'État sachant administrer son empire. Les réunions du Diwan, c'est-à-dire le Conseil du gouvernement, examinent les lois qui permettent à l'administration de réglementer la vie des provinces en veillant à ce que les populations gardent leur liberté de culte. L'administration du grand vizir enregistre les revenus de l'État qui proviennent d'un système fiscal à la fois sophistiqué et très bien consigné. En plus des impôts, l'Empire tire ses ressources de son contrôle sur le commerce qui transite entre Méditerranée, océan Indien et Europe. Or, comme l'Empire est stable, le commerce est prospère. Du Proche et du Moyen-Orient, les compagnies de commerce rapportent des matières premières, du blé, des épices vers l'Europe. Et en sens inverse, l'Empire ottoman devient le principal débouché des biens manufacturés de l'industrialisation occidentale, comme le textile. Dernier élément, le règne de Soliman est tout aussi marquant dans les domaines intellectuels, architecturaux, artistiques. Les mosquées, les palais, la littérature, Sinan, les miniatures, plus la ferveur religieuse du peuple turc qui se voit alors comme le défenseur de l'orthodoxie islamique. Alors dans un deuxième numéro, nous verrons comment un tel empire peut s'effondrer et les conséquences d'un tel effondrement sur l'Europe et sur le Proche-Orient. Voilà, 3 siècles, 3 continents, le survol est trop rapide, mais cela donne une idée comment un petit peuple d'Asie centrale a su construire puis implanter un des plus vastes et des plus durables empires que l'histoire ait jamais connu.